Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Vous avez compris dans la vidéo numéro 1 la définition de la pêche en nymphe au grand fil, qui est la principale méthode avec laquelle je pêche en nymphe. On va maintenant passer au matériel nécessaire spécifique pour mettre cette méthode en application. Il faut déjà bien que vous compreniez que chaque méthode de pêche en nymphe demande un matériel spécifique. Si vous allez pêcher en nymphe au fil posé, il faudra une certaine graisse, des choses comme ça. Si vous allez pêcher en nymphe à vue, il faudra des bas de ligne très précis. Et là, sur la pêche en nymphe au grand fil, donc je reste dans ce cadre, il faudra des détails aussi spécifiques à cette méthode pour plus d'efficacité, plus de confort. Donc notez bien que tous les détails que je vous présente ici sont relatifs à la pêche en nymphe au grand fil comme je la pratique. Donc ne mélangez pas avec d'autres méthodes que vous voyez sur internet, il y aura peut-être des incohérences. Par exemple, si vous tombez sur cette vidéo et que vous mélangez ça avec de la pêche en noyer, ça n'a rien à voir. Voilà, donc c'est relatif à la pêche au grand fil. Alors pendant des années, j'ai affiné tout mon matériel vis-à-vis de cette méthode pour avoir notamment plus d'efficacité et plus de confort. C'est surtout ça que je cherche. Et donc à terme, techniquement, ça veut dire réaliser des plus belles dérives avec ma gamme de nymphes. Parce que vous avez compris que ma gamme de nymphes est validée depuis des années, donc je cherche à améliorer mes dérives, donc via mon approche et mes techniques. Et le matériel est complètement lié à ça. C'est très important. À un moment, quand vous maîtrisez une certaine technique, là, le matériel prend l'ascendant. Ça, c'est valable dans toutes les disciplines. Alors, je concentre toute ma réflexion en fait sur le choix des lestages de nymphes et la qualité de la dérive. C'est pour ça que je suis arrivé maintenant à un matériel aussi validé que je vais vous présenter pour pouvoir vraiment me concentrer que là-dessus. C'est ce qui a de l'importance. Le choix du type de nymphe, la dérive, l'approche, c'est ça qui est important. Donc moi j'essaye d'aller au bord de l'eau avec des choses validées. De ne pas m'emmerder à savoir est-ce que mon coupe-fil coupe ou pas, est-ce que j'aime ma canne ou pas, est-ce que je suis content avec mes waders. C'est tout ça que je vais vous présenter, toutes ces années à rechercher le matériel optimal. Mais c'est pour mon opinion et pour ma méthode. Et ça peut changer. Et c'est ça qui est intéressant sur internet, c'est que chacun peut présenter sa vision. Alors point important tout de suite, si vous êtes débutant en nymphe, n'investissez pas du tout dans du matériel haut de gamme. Comme si vous voulez commander des nymphes chez moi, ça sert à rien d'en prendre 300 au début, ça sert à rien du tout. Il faut prendre un tout petit peu, essayer, prendre en main, sentir les lestages. Et c'est pareil pour la canne, c'est pareil pour le moulinet. Je vais vous présenter différentes qualités de produits dans cette vidéo, mais en général, je pense assez haut de gamme. Donc pour les débutants, voilà, allez sur des choses entrée de gamme pour prendre en main les techniques. Surtout sentir le lestage de vos nymphes. Avoir des nymphes déjà qui correspondent à vos rivières. Si vous pêchez le plateau de 1000 vaches par exemple, il ne faudra pas du tout les nymphes les plus lourdes de la gamme. Comme les séries T, 2 ou 3, c'est bien trop lourd, donc commencez avec une petite sélection plus légère. Mais à l'inverse, si vous êtes en Slovénie en vacances, il vous faudra des nymphes assez lourdes. Donc achetez dans la collection une petite sélection adaptée, vous testez les poids et vous revenez après acheter une vraie boîte. C'est pareil pour une canne. Faites-vous la main avec une canne entrée de gamme en 10 pieds en nymphe et le jour où vous maîtrisez, que vous êtes vraiment à fond dedans, que vous sentez que vous avez évolué, vous appelez un facteur de canne et vous vous faites plaisir. C'est comme le sport ou la musique, la pêche à la mouche. Il n'y a pas besoin d'avoir une Ferrari si vous ne savez pas l'exploiter et c'est pas non plus la peine d'avoir un Stradivarius si vous n'êtes pas foutu de faire une symphonie, quoi. C'est là le problème entre technique et matériel. Et en 2020, il y a une dose de marketing incroyable. Il faut vraiment pouvoir faire une distinction dans toute cette offre sur Internet. Alors, dernier point avant de lancer la revue de matériel, je vais vous exposer mes critiques sur différentes catégories de matériel. Et mon opinion, en fait, est sans filtre. Moi, je vous le dis, le matériel que j'utilise, ça va du waders chinois à la canne haut de gamme. Et je recherche simplement le matériel le mieux adapté à ma pêche. Et effectivement, je prône le Made in France, mais on est dans un monde où tout n'est pas disponible en France.
Donc je dois intégrer dans mon matériel différents produits. Par contre, vous verrez, j'essaye dès que je peux de mettre en avant des producteurs français de matériel s'ils sont disponibles. Et je roule pour personne parce que je possède ma propre entreprise indépendante et je suis pas non plus vendeur de matériel, je suis pas vendeur de cannes, de moulinets. Donc je peux vous aiguiller vers des nombreux produits en restant neutre. Vous verrez, j'annonce au moins une vingtaine de marques dans cette vidéo. Donc je vous fais la liste bête et méchante et après on va développer sur chaque sujet. Chaussures de wading, waders, gilet de pêche, coupe-fil, boîte à mouches, épuisette, nylon, nylon indicateur, graisse pour mouches sèches, lunettes polarisantes, casquette, canne, moulinet, soie, backing, bagline. Voilà la méga liste qu'on va attaquer. Alors on y va sans plus attendre pour le premier sujet qui est les chaussures de wading. Alors là je commence très fort parce que on va commencer par une chinoiserie, mais pour le moment j'ai pas trouvé mieux. Je vous ai prévenu que mon matériel c'est un mélange d'origine totalement différente en fonction de ce dont j'ai besoin. Alors sur les chaussures de wading, moi j'ai encore un gros problème, j'ai plein de gros problèmes dans la pêche à la mouche, mais j'en parle, c'est déjà une bonne étape. C'est trop lourd quoi. En 20 ans de pêche à la mouche, j'ai testé tout, des Sims, des Corkers, des bas de gamme, haut de gamme, des plus grosses merdes d'AliExpress jusqu'au haut de gamme Corkers que je m'étais payé au Colorado, des Sims Guide cloutés machin, j'ai tout essayé. Et les soi-disant meilleures, elles pèsent mais un poids de dingue quoi. Je sais pas comment les moucheurs habituels se rendent compte de ça, qu'ils ont entre 1 et 2 kilos à chaque pied, mais moi je trouve que c'est de la torture. Et un jour je me suis dit non, c'est juste pas possible, je préfère sacrifier un peu de, comment dire, de sécurité glissade pour être léger aux pieds. Et franchement je suis revenu simplement à des chaussures de randonnée classiques pour pêcher en wading. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a plein de pêcheurs à la mouche qui font ça, mais ils le disent pas par honte en fait. En discutant sur Facebook avec des gens, mais ils s'affichent pas avec ça parce que ça fout la honte. Hein. Mais alors qu'est-ce qu'on est bien, c'est d'une légèreté, c'est incroyable quoi. Donc voilà, c'est dit, hein, je prends des chaussures de wading de Decathlon depuis maintenant 4 ans. Et moi je trouve ça vraiment ok sur la plupart des rivières que j'ai fait beaucoup de voyages en Europe les dernières années, en Islande, en Suède, voilà, je sais qu'il y a des rivières dangereuses comme la Dordogne ou des rivières dans les Alpes qui glissent beaucoup. Moi j'étais sur Kaitum 2 fois en Laponie qui est extrêmement glissante, casse-gueule sur des gros blocs en granit avec ses baskets, c'était pas facile mais franchement, sur les 5 dernières années, si c'est juste ça le problème pour être si léger aux pieds, ça m'a vraiment pas gêné tant que ça quoi. Donc je pêche constamment avec des chaussures de randonnée Decathlon, sans feutre, sans clous, et ça tient bien dans la plupart des rivières, quelques rares exceptions près, mais qu'est-ce que c'est léger, c'est vraiment un plaisir quoi. On fait vraiment une randonnée à la mouche au bord de l'eau quand on a des chaussures comme ça. Après pour ceux qui tiennent vraiment à pas glisser, à rester dans les choses classiques, ce que je peux comprendre, hein, moi c'est toujours mon opinion, on peut ne pas être d'accord. Je vous ai mis en avant les chaussures de River Shoes. Voilà, ça a l'air très sympa ce qu'il fait, j'ai plusieurs copains qui en ont. Donc c'est feutré, apparemment ça tient bien. Voilà, je le mets en avant parce que ça a l'air vraiment d'être des bons produits pour ceux qui aiment ça. Pour ma part c'est bien trop lourd, ça m'intéresse pas. Mais je connais beaucoup de pêcheurs qui les ont. Voilà, si ça vous plaît, vous pouvez aller là-dessus, ça a l'air pas mal. Alors, les waders, j'ai un autre gros problème que je comprends pas. En 10 ans de pêche à la mouche, il n'y a quasiment rien qui a évolué sur les waders. C'est toujours les mêmes discussions. Mon wader s'y fuit, mon wader s'il a été percé par un barbelé, mon wader s'y fuit aux chaussons. Enfin, c'est depuis l'époque, par exemple, de gobage, il y a 10 ans sur les forums jusqu'à maintenant sur Facebook, c'est les mêmes problèmes.
Et c'est vrai que face à un barbelé, qu'on ait un Sims ou un AliExpress, le Waders il tiendra pas le choc. Donc je sais pas, on marche sur la Lune en 2020, on va aller habiter sur Mars, on n'est pas foutu de faire un Waders en Kevlar qui perce pas. Voilà. Alors, je sais bien qu'il y a une grande différence de qualité entre un bas de gamme de chez AliExpress et un haut de gamme Sims, mais tôt ou tard sur l'étanchéité ils y passent tous quoi. Alors effectivement le nombre de couches est supérieur sur un Sims, la qualité du tissu est supérieure, la coupe est bien plus travaillée, les poches sont bien plus travaillées sur un Sims, les chaussons sont mieux taillés, je suis tout à fait d'accord, entre un Sims à 1000 € et un AliExpress à 50 €, il y a une grande différence sur le confort, le côté pratique, mais sur l'effet de base d'un Waders, tôt ou tard, franchement, vous mettez un Sims... un pêcheur régulier comme moi dans les rivières pendant 5 ans, je vous jure qu'il fait le vol quoi. À un moment, des ronces glisser sur les talus, je veux dire en 5 ans de pêche c'est sûr qu'un Sims il fuit à un moment ou à un autre, on le sait quoi. Alors oui, ici il y a eu une évolution, les tout derniers waders sans couture, ceux que je vous affiche là, je sais plus le nom comme ça. Alors oui, il y a eu une grande évolution de ce point de vue là. Par contre, votre pantalon, votre torse fuira jamais, mais on sait qu'en fait la plupart des fuites ce sera par les chaussons quoi. À un moment aussi les chaussons ils commencent à prendre et on a les pieds qui suintent et on revient de la pêche, on a les pieds trempés, humides, c'est chiant quoi. Donc le wader sans couture c'est sûrement plus étanche et plus solide, mais le problème des chaussons est toujours pas résolu. Alors pour ma part, moi j'utilise en 2020 des waders faits en Chine mais plutôt haut de gamme, vendus par Taimen parce que c'est pareil, c'est comme les mouches de pêche, il y a des mouches de pêche de merde qui sont faits au Kenya qui sont très moches et il y a des très bons monteurs qui font en Thaïlande ou au Kenya avec des bons produits qui font quand même des très belles mouches, il faut l'avouer. On peut faire de la qualité en Chine, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est réussir à trouver cette qualité si on a envie de l'acheter en Chine. Et Taimen, honnêtement, c'est assez bien fait. Je pense que c'est fait en Chine ou en Inde, hein, on va pas se le cacher. Mais ces waders Taimen, ils ont les chaussons assez bien taillés et la coupe est plus détaillée en fait. C'est pas que small, medium, XL, mais en fait il y a des tailles intermédiaires. Vous verrez S, M, XL. Et pour moi, pour le moment, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai donné en termes de coupe. Et puis je l'aime bien parce qu'il est minimaliste. Il n'y a pas de ceinture, je peux rajouter ma ceinture. Moi, j'ai pas besoin de 10 000 poches. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce waders là pour le moment. Ça pourra peut-être changer, mais pour le moment, c'est les meilleurs chaussons, les mieux taillés. Il doit avoir 3 ou 4 couches. Il n'est pas plus étanche qu'un Sims au final. Donc le rapport qualité-prix est pas trop mal. Par contre, ce que j'ai fait moi sur mes waders maintenant, c'est que j'ai changé mes bretelles réglables. Je recous des bretelles fixes à ma taille parce que ça me rend fou ces bretelles réglables. Donc pendant tout le temps d'utilisation, j'ai des bretelles fixes, c'est beaucoup plus confortable. Et puis je rajoute une ceinture assez épaisse extérieure aux waders où je fixe ma boîte. Voilà, puisque j'ai plus de gilet. J'ai juste besoin d'une boîte à nymphe et de 2-3 poches, vous avez compris. Et les 2 poches ventrales intérieure-extérieure, ça me suffit largement pour emmener mes 3 bobines de nylon et ma carte de pêche. Et voilà, mon coupe-fil, il est sorti. Donc vous voyez, matériel minimaliste, donc waders minimaliste. On va passer au gilet de pêche. Alors, pour moi... le gilet de pêche, ça va être la partie la plus longue de cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que le gilet de pêche, c'est très important. Il faut vraiment le remplir avec des tonnes de choses pour se sentir bien en confiance, se rajouter 3-4 kilos en plus sur soi. Donc ça, c'est vraiment un sujet énorme qui va me prendre beaucoup de temps. Donc mon gilet de pêche, en fait, il n'existe pas. J'ai plus de gilet de pêche. En évoluant... les dernières années, en croisant tous mes essais, je me suis rendu compte que j'ai fait réduire mes boîtes. J'ai enlevé les boîtes de sèche, quasiment plus de gobaille, j'ai enlevé les boîtes de noyer. J'ai tout réduit à 2-3 boîtes. Et puis j'ai vu mon gilet de pêche vide comme jamais, quoi. Je me suis retrouvé un peu comme un con. J'avais même un chest pack à la fin et je me dis mais t'es
complètement con. Qu'est-ce que tu fous avec juste une boîte dans un chest pack parce qu'il faut avoir un gilet ou un chest pack? Attache donc ta boîte à ta ceinture et comme ça tu seras libre comme l'air pour prendre autant de poissons. Et c'est vraiment un bonheur de pêcher sans gilet de pêche. On a une liberté incroyable. Donc moi je vous raconte pas, j'ai des chaussures de randonnée, j'ai une boîte de nymphes. Donc j'ai pesé avec mon nylon, j'ai 400 grammes de matériel sur moi. Donc si vous voulez vous libérer aussi, je vous le conseille fortement. Après voilà, si vous avez encore peur du regard de la société, emmenez votre gilet, faites comme il y a 20 ans. Mais franchement, si vous faites comme moi, basket, une boîte de nymphes, vous verrez, c'est un plaisir d'être au bord de l'eau. Et puis moi, je plaisante toujours quand je rentre d'une partie de pêche avec les copains où on a tous cartonné et qu'eux, ils se trimballent 3 kilos de gilet pour prendre autant de poissons que moi, quoi. Donc, il y a 5-6 ans, c'était pas trop vrai, mais là, les derniers temps, je me prends quelques remarques parce que c'est blessant pour eux. Hein. Moi, je conçois, quoi. T'es avec un mec, attends, t'emmènes 3 kilos de gilet de pêche, t'as 8 boîtes de nymphes, t'as limite l'étau dans le gilet pour monter une mouche pour 1% des cas. Et en fait, c'est tout le temps les mêmes pêches, ça gobe quasiment plus, et en fait, ça sert à rien d'aller au bord de l'eau avec 3 kilos de matériel. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'y crois dur comme fer, et j'ai pas du tout de problème avec le ridicule de pas avoir de gilet de pêche, parce que je passe vraiment des moments confortables au bord de l'eau avec un équipement léger, c'est un vrai plaisir, quoi. Donc, et cette histoire du gilet de pêche, c'est intéressant parce que c'est toujours plutôt une image sociale qu'on cherche à avoir avec le plus mon gilet il est gros, plus je suis bon, quoi. Ouais, quand on voit des cadors comme ça avec un gilet de pêche rembourré avec 18 boîtes, on va se dire ah, le mec a l'air bon, quoi. Alors moi j'ai abandonné depuis bien longtemps toutes ces comparaisons, je fais mon chemin justement plutôt minimaliste. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant plutôt que de construire une approche basée sur l'image, quoi. Par contre, attention, je m'égote pas du tout sur la boîte à mouches, comme vous allez voir plus tard, pour compenser l'absence de gilet. Hein, c'est important, il faut quand même être équipé avec des mouches qui font le job, hein, si on n'a qu'une boîte. C'est ça qui est important. On va passer au coupe-fil. Alors le coupe-fil, ça paraît un sujet comme ça qu'on peut esquiver, qui sert à rien. Mais je me suis rendu compte les dernières années que c'est vachement important. Parce que justement en développant mes méthodes, je passe de plus en plus de temps à refaire des nœuds, à changer la technique. Et j'ai trouvé que les coupe-fil en fer s'émoussaient après un bout de temps. Donc en testant, j'ai finalement trouvé l'année dernière un coupe-fil qui fait la différence. J'étais étonné moi-même. Et en fait, là où tous les coupe-fils sont en métal et s'émoussent, Tiemco il propose un coupe-fil céramique qui en fait s'émousse jamais. C'est comme les couteaux céramiques, vous savez, de cuisine que vous voyez au téléachat, c'est vrai, c'est le même concept. La lame céramique va jamais s'émousser, surtout pas sur du nylon, donc ça coupe tout le temps tout bon. Et moi je trouve que ça fait une réelle différence parce qu'à un moment les coupe-fils ferraille, ils s'émoussent, quoi. Donc je vous en ai mis deux autres en image ici, de marques qui sont pas trop mal, qui sont un peu plus supérieures, Loon et Sims. Ça peut être pas mal, mais alors là franchement vous verrez, vous prenez un Tiemco céramique, vous serez pas déçu, quoi. Et à l'inverse, si vous avez un mauvais coupe-fil qui est en fin de vie, vous allez forcer un peu sur vos nylons, tirer machin et fragiliser vos montages. Et vous verrez, hein, je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ont déjà vu ça, des coupe-fils en fin de vie qui coupent mal du nylon. Et non, faut pas discuter, faut que ça coupe tchac, que ça aille vite. Ça, c'est pas un sujet sur lequel il faut discuter. Donc, un très bon coupe-fil, c'est très important. Voilà pour le petit point sur le coupe-fil. On va passer à la boîte à mouches.